Bonjour à tous. Aujourd'hui, le webinaire porte sur la fièvre méditerranéenne familiale. Je suis Sophie Georgin-Lavial de l'hôpital Tenon à Paris et centre de référence des maladies auto-inflammatoires adultes et amylose AA. Et j'ai la chance d'être avec Véronique Henchen. Donc moi je suis pédiatre et je suis aussi pédiatre donc au centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose. Mais cette fois-ci, je m'occupe que des enfants. Et donc, cette maladie commençant dans l'enfance, le pédiatre et l'adulte sont assez indissociables. Voici ici nos liens d'intérêt en rapport avec cette présentation. Et voici le plan que nous allons suivre. Donc, nous allons d'abord parler d'épidémiologie, puis de physiopathologie, avant de présenter les symptômes de cette maladie, les complications, puis le traitement. Nous avons proposé une petite séance de foire aux questions avec les questions qui nous sont posées le plus fréquemment avant de conclure. L'épidémiologie de cette maladie est dominée par la mer Méditerranée. En effet, les populations atteintes sont issues du pourtour méditerranéen. On va voir juste après un petit peu pourquoi. On estime qu'il y a 100 000 cas de fièvre méditerranéenne familiale dans le monde. On estime qu'il y en a 5 à 10 000 cas en France. Sur les dernières données de la base de données maladies rares, il y avait un petit peu moins de 2000 cas répertoriés, mais ils ont été répertoriés que par les centres de référence et compétences, donc probablement qu'il y en a plus. Cette maladie peut être diagnostiquée et donc exister chez des patients de tous les âges de la vie, puisqu'il s'agit d'une maladie génétique. Donc mon patient le plus âgé a 88 ans, ton patient le plus jeune… 6 mois. Et donc, l'âge moyen de début des symptômes, par contre, est dans l'enfance, entre 3 et 8 ans, le plus souvent, et effectivement, aller chercher des données dans le carnet de santé pour vraiment bien dire quand la maladie débute. Les populations touchées par cette maladie sont principalement les Juifs d'origine séfarade, les Arméniens, les Turcs, mais toutes les personnes qui sont issues du pourtour méditerranéen peuvent être atteintes, notamment les Syriens, les Libanais, les Égyptiens, Libyens et les personnes originaires du Maghreb comme la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc. Ce qu'il s'est passé, on va le voir sur la diapositive suivante, est qu'il y a un foyer originel, probablement la mutation était dans une ou des familles qui étaient en Méditerranée orientale, comme indiqué sur la diapositive. Et lors de l'épidémie de peste noire au Moyen-Âge, cette mutation en fait a été sélectionnée positivement puisqu'elle confère une résistance au bacille de la peste. C'est ainsi que les personnes qui ont survécu à la peste, et bien ensuite, du fait de tous les commerces autour de la mer Méditerranée, ont voyagé et sont allés dans pas mal de pays. Et c'est pour ça que c'est essentiellement les populations issues du pourtour méditerranéen qui sont atteintes de cette maladie. Cette carte est issue d'une publication de 2016 et puis il y a eu d'autres publications après, notamment des Américains qui ont décrit la résistance à Yersinia pestis quand on a la mutation de la maladie de la fièvre méditerranéenne familiale et ce qui a montré tous les déplacements de population et le fait que ce sont ces populations qui portent la mutation et qui ont ensuite voyagé. Alors, point de vue physiopathologie, c'est moi qui vais vous parler de la physiopathologie. Tout d'abord, c'est une maladie génétique à transmission autosomique récessive. Donc, pour qu'un patient puisse être malade, il a besoin d'avoir 2 mutations, d'être porteur de 2 mutations, une mutation par allèle du gène MEFV qui code pour la pyrine. Nous allons y revenir, mais le diagnostic aujourd'hui, en 2022, doit être génétique et ne peut plus être exclusivement clinique. Donc en fait, il va falloir faire, pour faire un diagnostic correct, une génétique MEFV aux patients pour lesquels on suspecte une maladie, une fièvre méditerranéenne familiale. Véronique, est-ce que tu peux rappeler pour nos collègues pourquoi on dit MEFV ?
Alors c'est le MEFV pour Mediterranean Fever, FE Mediterranean et FV Fever. Donc, et le terme codant pour la pyrine, c'est la protéine qui est responsable, qui est transcrite via MEFV. Alors, le gène MEFV a plusieurs exons et on a actuellement la majorité des mutations qui sont responsables de la maladie périodique ou fièvre méditerranéenne familiale sont dans l'exon 10. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on va demander une analyse génétique, on va essentiellement regarder cet exon 10 et on ne va plus regarder les autres exons, même si au départ, les autres exons ont été regardés et que peut-être encore vous avez dans vos patientèles des patients qui vont avoir des variants qui traînent dans les autres exons. Mais aujourd'hui, on sait que c'est des mutations dans l'exon 10 essentiellement qu'il faut avoir pour pouvoir retenir le diagnostic de fièvre méditerranéenne familiale. C'est une maladie autosomique récessive, donc il faut donc bien sûr 2 allèles mutés pour pouvoir retenir la maladie. Après, il existe des formes de FMF un peu plus rares et qui nécessitent dans ce cas-là, à mon sens, un avis dans un centre spécialisé. C'est les formes autosomiques dominantes. En fait, ce n'est pas des vrais FMF souvent, c'est des anomalies auto-inflammatoires liées au gène MEFV. Et donc, en fait, la présentation est un tout petit peu différente et on ne va pas en parler aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? La pyrine, donc la protéine qui sort de la génétique, du gène MEFV, va avoir 3 domaines. Un domaine voilà, qu'on va pouvoir nommer B30, B-box et domaine pyrine. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est le domaine pyrine qui est la partie effectrice et qui est similaire dans la terminaison de plusieurs node-like récepteurs qui sont ces récepteurs qui permettent de détecter le danger. Lorsque la pyrine fonctionne normalement, en fait, elle va s'agréger en inflammasome. C'est cet inflammasome qui va être responsable de la production d'interleukine 1 qui, elle, va être le tableau inflammatoire. Donc, en fait, la pyrine va s'associer, plusieurs molécules de pyrine vont s'associer. Il y aura une protéine ASC qui va s'y associer et qui permet, elle, de faire en sorte que la procaspase 1 devient une procaspase active et on va avoir ça permet de scinder la pro-interleukine bêta en interleukine bêta 1 active. Et c'est cette interleukine 1 qui va être responsable de l'inflammation. Donc, à quel moment, normalement, cet inflammasome pyrine se constitue? En fait, il se constitue après des facteurs de déclencheurs, essentiellement des toxines de différentes bactéries que je vous ai listées ici. Le Clostridium difficile, c'est le plus connu, mais bon, il y en a d'autres. En fait, les toxines sont reconnues et l'inflammasome pyrine va se mettre en place et on va avoir une inflammation aspécifique. J'attire votre attention sur ce que vient de dire Véronique, le Clostridium difficile. On en reparlera après. Quand on a une infection par le Clostridium difficile et qu'on a une FMF, eh bien on peut avoir des manifestations digestives qui ne sont pas dues à une résistance à la colchicine. Donc on en reparlera à la fin, c'est important de bien voir que le Clostridium peut activer l'inflammasome pyrine. Donc ça, c'était le fonctionnement normal de l'inflammasome pyrine. Mais qu'est-ce qui se passe alors lorsqu'il est anormal? Pour comprendre ce qui se passe lorsqu'il y a une mutation sur pyrine, il faut comprendre comment fonctionne la régulation de cet inflammasome. Je vous ai dit que c'était déclenché par des toxines et donc au repos, en fait, cet inflammasome est impossible à se constituer. Et comment ça se passe? En fait, ça se passe par une Rho-GTPase qui va faire en sorte que l'agrégation ne peut pas avoir lieu. Lorsqu'il y a une inflammation qui arrive, c'est-à-dire lorsque on a une stimulation par une de ces bactéries, qu'est-ce qui se passe? En fait, cette phosphorylation qui est responsable que la pyrine ne peut pas s'agréger va disparaître et on va pouvoir avoir la constitution de l'inflammasome pyrine et donc du coup l'inflammation. Comment
ça se passe lorsqu'on a une mutation de l'exon 10, le plus souvent de MEFV, en fait la pyrine est mal constituée et en fait le rétrocontrôle négatif ne fonctionne pas, ce qui fait que l'inflammasome pyrine peut se constituer quasi spontanément. Et la colchicine là-dedans, donc le traitement, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va faire en sorte qu'on va augmenter le rétrocontrôle négatif, qu'on va réussir à passer cette anomalie de la pyrine, de nouveau une nouvelle phosphorylation et du coup un inflammasome pyrine qui ne peut plus se constituer et un arrêt de l'inflammation. Dans l'immense majorité des cas, les symptômes débutent avant 20 ans. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on peut pousser l'anamnèse et se rendre compte qu'en fait, depuis le début des règles, il y avait des douleurs très importantes avec un fébricule pendant les règles. Et en fait, c'était probablement des crises. Il peut aussi s'agir de crises qui ont été étiquetées autre chose, comme un rhumatisme non étiqueté, ou bien des enfants qu'on a pris pour ne voulant pas aller à l'école parce qu'ils avaient trop mal au ventre. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples qui peuvent passer inaperçus de l'enfance. Ou effectivement, souvent, parce que les fièvres ne durent pas longtemps, on pense que c'est des infections virales à répétition et en fait, on n'a pas fait le diagnostic que c'est une vraie fièvre récurrente. Ça, c'est très classique en pédiatrie. D'accord. Les poussées sont assez caractéristiques avec de la fièvre qui peut monter jusqu'à 40, mais qui peut parfois être seulement 38,5, voire passer inaperçu quand c'est assez habituel pour un patient. Ça dure moins de 72 heures. Ici, vous voyez ce petit schéma de la fièvre. Ce qui est important, c'est de bien regarder la durée. Donc, c'est vraiment maximum 4 jours. On peut être plutôt à 2 jours. Et les patients savent, en général, ils savent que chez eux, ça va être 2 jours, parfois 3 jours, ou parfois ils disent 4 jours parce qu'il faut 2 jours avec la fièvre, un jour où ils sont encore pas bien et le 4e jour où ils récupèrent petit à petit. Donc la fièvre s'élève et ce qui est important, c'est de voir que ce sont des poussées qui sont assez superposables les unes aux autres pour un même patient, voire dans une même famille. Mais on va le voir un petit peu après, pour des patients différents, ce n'est pas toujours exactement les mêmes poussées. Ce schéma dit du bonhomme ou on pourrait aussi bien dire de la bonne femme parce que c'est récessif, donc ça touche autant les hommes que les femmes, montre que dans quasi la totalité des cas, il y a des fièvres. Le premier symptôme, ce sont les douleurs abdominales du fait d'une inflammation du péritoine, ce sont des sérites. En deuxième, il y a les arthralgies, qui peuvent être parfois juste des arthralgies, des grosses articulations, genoux, chevilles, parfois conduire à des arthrites, qui sont surtout assez impressionnantes quand il s'agit des genoux. L'atteinte cutanée vraiment pactognomonique et le pseudo-érysipèle de cheville, qui existe dans à peu près 30% des cas, qui n'existe dans aucune autre maladie, où on va voir des photos juste après. Ensuite, il peut y avoir une sérite qui va toucher la plèvre ou le péricarde et donner des douleurs thoraciques, qui peut être difficile parce qu'un patient peut avoir que des poussées thoraciques et s'il n'y a pas de température mesurée ni de CRP dosé, on peut passer à côté de cette douleur d'origine inflammatoire. Et enfin, les myalgies, on va le revoir un petit peu ultérieurement. Voici des photos de patients adultes avec des poussées de pseudo-érysipèle de cheville qui peuvent être le plus volontiers une fois d'un côté, une fois de l'autre, rarement les deux chevilles en même temps, et qui sont un petit peu plus préférentiellement au niveau de la malléole externe. Ici, ce sont des photos historiques qu'on ne voit plus beaucoup, mais qu'on peut malheureusement quand même encore voir chez certains patients qui ne sont pas équilibrés, d'arthrite de genoux, voire d'arthrite un petit peu chronique. Ici, c'est des images qui sont anciennes et c'était des enfants. Et c'était des arthrites chroniques non diagnostiquées avec des poussées répétées. Donc ça, moi, j'ai jamais vu comme ça. Donc nous, on a suivi une jeune fille qui a été très difficile à équilibrer, de 19 ans, qui avait ce type, un des deux genoux, mais ce n'était pas bilatéral. Il existe actuellement des critères cliniques qui sont encore beaucoup repris pour les publications, pour poser le diagnostic. Nous, côté adulte, on utilise le plus souvent les critères simplifiés dits de Livney qui sont sur la partie droite de cette diapositive, qui nécessitent des accès typiques récurrents comme critères majeurs avec de la fièvre et des critères mineurs pour les douleurs thoraciques ou les myalgies d'effort.
Alors en fait, oui, donc on utilise les critères pédiatriques, c'est plutôt en fait pour essayer de voir quand il fallait voir une génétique. Donc les critères de Yeltsin-Kaya, on va plutôt les utiliser dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on a un patient qui répond aux critères de Yeltsin-Kaya, ben, en fait on va faire une génétique qui permet de confirmer ou non la suspicion clinique. Mais en pédiatrie, aujourd'hui, on va passer par la génétique pour affirmer à coup sûr le diagnostic. Et du coup, pour nos adultes aussi, maintenant en 2022, nous faisons toujours une demande de séquençage de l'exon 10 du gène MEFV pour confirmer le diagnostic. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au cours du temps dans la vraie vie, les crises ne sont pas toujours comme dans les livres. Donc ici, c'est un exemple, on voit que certaines peuvent être plus intenses que d'autres. La deuxième crise, l'intensité est plus élevée que l'autre. Également, il peut y avoir des douleurs abdominales dans la majeure partie des crises, mais parfois le patient peut faire une crise sans douleur abdominale. Également, le patient peut faire des douleurs thoraciques, soit tout le temps des douleurs thoraciques et pas de douleur abdominale, soit de temps en temps une poussée thoracique et l'autre fois pas de poussée thoracique. Donc ça montre que parfois le diagnostic peut être difficile si les sérites sont atypiques. Également qu'en fonction d'un patient ou de sa famille, les manifestations peuvent être un petit peu différentes. Ce n'est pas monotypique. Ici, il peut s'agir d'un patient qui va faire une arthrite alors qu'il n'en avait pas fait avant. Enfin, nous allons insister ici, mais également il y aura une partie que Véronique va bien commenter, sur les facteurs déclenchants principaux. Dans l'expérience, en tout cas, nous des adultes, c'est clairement chez les femmes les règles. Vraiment quasiment pour toutes, un stress psychique, que ce soit un stress dans la famille, un stress au travail, un examen qui arrive ou une situation où on doit travailler beaucoup pendant un moment, une virose banale, un changement de température, donc quelqu'un qui va voyager dans un pays chaud, quand il arrive sur le tarmac, il peut avoir une crise qui est déclenchée au niveau de sa cheville. Est-ce que tu vois d'autres facteurs déclenchants chez vos enfants? Alors en pédiatrie, je vais dire le stress psychique ou de manière générale les émotions fortes, qui sont le facteur déclenchant principal, et le manque de sommeil. Donc lorsqu'ils se couchent trop tard, en fait ils font des crises le lendemain. Il y a des manifestations qui sont peut-être un peu moins connues et qui sont classiquement moins fébriles, mais qui sont importantes à connaître, surtout qu'elles impactent fort la qualité de vie des patients. Ce sont essentiellement les myalgies d'effort des membres inférieurs, localisées aux cuisses et aux mollets. Donc c'est quelqu'un qui va nous dire, après une journée où j'étais debout tout le temps, le soir, j'ai mal aux muscles. Donc dans ces deux localisations, en général, après un anti-inflammatoire non stéroïdien, ça peut passer et le lendemain matin, il n'a plus rien s'il fait une bonne nuit. Mais c'est quelque chose qui impacte leur qualité de vie et pour lequel, le soir, ils ne peuvent plus ressortir, ils ont trop mal. Les autres choses, ce sont les poussées un petit peu localisées aux chevilles qu'on voit, notamment là, on est en été, donc il y en a plus en été. Les changements de température associés ou pas à de la fatigue sont très pourvoyeurs de pseudorésipèle de cheville. Est-ce que c'est pareil en pédiatrie? C'est pareil en pédiatrie, c'est plutôt l'été, c'est plutôt lorsqu'il fait vraiment chaud et lorsqu'ils ont eu des activités où ils stagnent, où ils piétinent, c'est-à-dire debout longtemps, c'est là où les pseudorésipèles de cheville arrivent. Ouais. Sachant que la cheville, c'est vraiment l'endroit le plus déclive du corps, donc c'est là que ça se manifeste. On verra un petit peu à la fin les petits moyens pour y pallier. On peut aussi essayer de les prévenir en prenant un anti-inflammatoire. La veille ou le matin. Les recommandations européennes de diagnostic, je vais laisser Véronique nous les commenter. Donc clairement, pour le diagnostic, dans les recommandations européennes, on dit encore que la FMF peut être un diagnostic clinique, mais globalement, aujourd'hui, même les gens qui ont participé à ces recommandations reviennent en arrière en se disant que c'est une maladie génétique et il va falloir avoir la génétique pour pouvoir affirmer le diagnostic, parce que si la génétique est non contributive, on a de fortes chances qu'il s'agit d'une autre maladie auto-inflammatoire. Et puis très important, c'est qu'il faut, si on ne connaît qu'une seule mutation, c'est M694V. Les patients qui sont homozygotes pour M694V sont les patients qui sont les plus sévères, et donc en fait c'est ceux-là qu'il faut suivre le plus près, et d'ailleurs c'est aussi eux qui ont le plus de manifestations malgré un traitement bien suivi, et c'est ceux-là qui ont besoin de dosage de colchicine le plus élevé, mais on va y revenir.
Plusieurs pathologies qui sont associées sans qu'on puisse formellement affirmer qu'elles font partie de la maladie. Les spondyloarthropathies qui sont la plupart du temps HLA-B27 négatives et qui sont principalement axiales. Ensuite, certaines vascularites, notamment les vascularites à IgA, qui donc se manifestent souvent chez les plus jeunes par le purpura rhumatoïde. Les autres, par ordre décroissant de fréquence, c'est la panne et, j'ai mis entre parenthèses, la maladie de B7. Difficile de dire si c'est vraiment des maladies de B7 chez ces patients. Dans les dermatoses, le psoriasis n'est pas rare chez ces patients, ainsi que la maladie de Verneuil ou hydrosalénite suppurée, qui est un petit peu plus fréquente. Enfin, la sclérose en plaques serait peut-être un petit peu plus fréquente en prévalence chez les patients FMF et les Mickey non. En fait, les patients FMF peuvent avoir des ulcérations, mais s'il n'y a pas de critères histologiques pour une Mickey, ce ne sont pas des Mickey associés. Alors moi, j'avais juste envie de rajouter sur le purpura rhumatoïde, qui est effectivement plus fréquent, mais qui est particulier parce que c'est des purpuras rhumatoïdes inflammatoires. Alors que classiquement, on dit qu'en pédiatrie, il ne faut pas avoir une CRP élevée pour le purpura rhumatoïde. Lorsqu'on a un purpura rhumatoïde avec une CRP élevée, dans une population à risque, ça peut être un bon signe de FMF. En tous les cas, il va falloir la rechercher. Et je apporterai une précision sur les pannes. Les pannes sont un petit peu plus souvent des pannes cutanées associées à la FMF. Quelles sont les complications de cette maladie? Il y a des complications chroniques qui sont connues au niveau rénal, notamment les néphropathies amyloïdes, qui sont la complication la plus sévère et la plus redoutée de la fièvre méditerranéenne familiale. Il faut savoir que certains patients ont des néphropathies non amyloïdes, et notre sentiment, c'est que c'est le plus probablement par argument de fréquence ou fortuit. Dans une population où la FMF, chez les patients méditerranéens, la FMF est plus fréquente, ils peuvent avoir une néphropathie hypertensive, ils peuvent avoir une néphropathie à IgA. Donc c'est ces deux pathologies qui sont le plus fréquentes quand elles sont non amyloïdes dans les reins. Il y a également des hépatopathies qui peuvent compliquer cette maladie, qui peuvent aller jusqu'à la cirrhose hépatique. Il n'y a pas encore de données physiopathologiques, mais nous pensons que ce sont des hépatopathies inflammatoires. La plupart de ces patients sont âgés de plus de 55 ans. Ensuite, une complication un petit peu spécifique de cette maladie, ce sont les coccytes. Les coccytes qui sont destructrices au bout d'un moment et qui nécessitent des prothèses de hanche. Donc, parmi les maladies auto-inflammatoires monogéniques, c'est la seule qui donne des coccytes destructrices nécessitant un remplacement de l'articulation. Donc ça, c'est aussi un peu pathognomonique, tout comme le pseudo-érysipèle. Enfin, en cas d'inflammation très très chronique du péritoine non contrôlée, donc soit c'est les patients qui ne sont pas diagnostiqués, soit qui ne prennent pas leur traitement, soit qui sont sous-traités en colchicine, ils peuvent développer des inflammations chroniques du péritoine, pouvant à terme conduire même au mésothéliome péritonéal, dont le pronostic est réservé. L'amylose A, les symptômes de cette variété d'amylose sont non spécifiques, donc la découverte est le plus souvent fortuite et les symptômes sont vraiment non spécifiques, comme de l'asthénie, une anorexie et puis d'œdème des membres inférieurs s'il y a un syndrome néphrotique. Les atteintes spécifiques de cette variété d'amylose sont l'atteinte des reins, avec la néphropathie qui est le plus souvent glomérulaire mais parfois vasculaire, donc c'est pour ça que parfois il peut y avoir très peu de protéinurie et juste une insuffisance rénale. Le tube digestif est presque toujours atteint au niveau histologique dans cette variété d'amylose, mais pas toujours symptomatique. Enfin, il peut y avoir une hépatosplénomégalie de façon intéressante. C'est dans cette variété qu'il y a des goitres thyroïdiens et une fois par an, on diagnostique une amylose A sur un goitre. Et si le patient est méditerranéen, ça peut être une fièvre méditerranéenne familiale. Pourquoi est-ce que cette maladie donne de l'amylose A? C'est parce que la protéine amyloïde A qui se dépose dans l'amylose AA a la même cinétique que la CRP, sauf que la SAA est amyloïdogène, ce qui n'est pas le cas de la CRP. Ça veut dire que si un patient est inflammatoire, il va avoir une élévation de sa CRP et de sa SAA, mais la CRP ne va pas mal se replier, donc ne va pas donner d'amylose, alors que la SAA va mal se replier et va entraîner un processus amyloïdogène au niveau de tous les vaisseaux, et donc tout le corps va être le siège des dépôts d'amylose.
Dans cette maladie, la fièvre méditerranéenne familiale, la survie est moins bonne en cas d'amylose. Ici, il s'agissait d'un papier de 2012, mais à ce jour, ça n'a pas changé. Donc c'est pour ça qu'il faut prévenir cette complication, puisque les patients ont une moins bonne espérance de vie que ceux qui n'ont pas d'amylose. L'évolution de l'amylose AA va vraiment dépendre de l'atteinte rénale et de sa sévérité. C'est-à-dire que si un patient est sévère au point d'être dialysé, sa mortalité, son risque de mortalité sera supérieur à un patient qui n'est pas dialysé. C'est également pour ça que quand on diagnostique une amylose AA chez un patient qui a une fièvre méditerranéenne familiale, l'objectif va être vraiment de contrôler l'inflammation pour stabiliser l'amylose et éviter au patient de dégrader sa fonction rénale et de nécessiter de la dialyse. Quand on diagnostique une amylose AA chez un patient avec une fièvre méditerranéenne familiale, le pronostic il est vraiment au rein. Les autres atteintes n'ont pas lieu d'être systématiquement recherchées à part sur la clinique. L'atteinte cardiaque de l'amylose AA est très très rare et va plus concerner des patients qui ont déjà des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc on invite juste à faire un bilan de débrouillage minimaliste avec un électrocardiogramme, une écho-cœur transthoracique tropo-BNP. Et vraiment, si on a un doute, on peut demander un avis spécialisé au centre d'amylose cardiaque. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais on est en 2022 en France, pourquoi est-ce que c'est normal qu'il y ait encore des patients FMF qui développent une amylose AA? Eh bien, la réponse c'est que oui, puisque plusieurs fois par an, l'amylose AA fait découvrir la FMF. Il s'agit essentiellement de patients qui avaient une FMF non diagnostiquée, donc non traitée, ou bien de patients non ou pas assez compliants, donc qui vont peut-être pas prendre leur colchicine tous les jours, ou bien qui ont une autre cause d'inflammation associée, par exemple une spondylarthropathie ou un psoriasis important ou un verneuil. Enfin, et là c'est important qu'on le stipule, il peut s'agir de patients qui ont un traitement inadapté ou insuffisamment dosé en colchicine, et ce qui signifie que leur CRP n'est pas contrôlée mais qu'elle reste élevée. C'est-à-dire que les patients, on leur prescrit la colchicine, mais il n'y a jamais de CRP qui est faite en intercritique. Donc si la CRP reste élevée à plus de 30 chez un patient qui prend par exemple 1 mg par jour de colchicine en étant adulte, eh bien cela peut aboutir à la survenue d'une amylose AA, d'où la nécessité, on en reparlera après, de faire des CRP intercritiques. Et l'objectif n'est pas la disparition des symptômes, mais la normalisation de la CRP pour prévenir la formation de l'amylose AA. Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition au sein de ce centre de référence. Ici, vous avez nos emails et toutes les questions sont bienvenues. Merci Véronique. Merci Sophie.